Un millionnaire a prétendu être atteint d'une maladie incurable. Personne n'est venu l'aider dans ses pires jours. Mais quand l'amour de son enfance a passé le portail, le mensonge est devenu le plus grand miracle de sa vie. Chapitre 1. La solitude du sommet. Les couloirs impeccables du centre médical Horizon reflétèrent le luxe qu'Auguste Monnier avait bâti en 2 décennies de dévouement implacable. Les sols en marbre italien répercutaient l'écho de ses pas tandis qu'il arpentait le couloir principal du 20e étage où se trouvait son bureau. C'était la fin d'une autre journée productive pour l'empire médical qu'il avait édifié depuis ses 30 ans à Lyon, l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux et de cliniques de France. En entrant dans son bureau panoramique, Auguste observa la ville se transformer avec le coucher du soleil. De là, il voyait aussi bien les gratte-ciel du centre-ville que les montagnes lointaines qui étreignaient la capitale des Gaules. Il était au sommet. À 52 ans, il avait accumulé tout ce qu'un homme pouvait désirer. Fortune, respect, influence. Son nom était mentionné avec révérence dans les réunions d'affaires, ses méthodes de gestion hospitalière étudiées dans les universités, sa présence requise dans les galas. Il laissa tomber sa mallette en cuir italien sur le bureau en palissandre et desserra sa cravate. Sur son téléphone portable, des dizaines de notifications. Messages d'associés, invitations à des événements, rappels de réunions, félicitations pour l'anniversaire du réseau de cliniques. Auguste fit glisser son doigt sur l'écran sans réel intérêt pour aucune d'entre elles. « Monsieur Monnier, j'ai apporté les documents à signer avant votre dîner avec les investisseurs. » Claudine, sa secrétaire depuis 15 ans, entra avec une chemise de documents et une tasse de café. Toujours efficace, toujours suffisamment distante pour maintenir une relation strictement professionnelle. Auguste la remercia d'un signe de tête et signa les papiers sans les lire. Il lui faisait confiance comme il faisait confiance à toute son équipe, professionnellement. « Souhaitez-vous que je confirme votre présence au dîner ?» demanda-t-elle en ramassant les papiers. « Oui, j'y serai. » Quand elle sortit, Auguste se servit un peu de whisky de la carafe en cristal qu'il gardait sur un buffet. Il regarda sa montre. Il avait encore 1 heure avant le dîner avec les investisseurs internationaux intéressés par l'expansion du réseau dans le sud-ouest. Un dîner où il serait à nouveau Auguste Monnier, l'entrepreneur visionnaire, le philanthrope discret, l'administrateur impeccable. Jamais Auguste, tout simplement Auguste. Le silence du bureau était presque oppressant. De son bureau, il contempla les photos encadrées sur le mur. Auguste avec des politiciens, Auguste lors de remises de diplômes de médecine où il était parrain de promotion, Auguste recevant des prix, Auguste inaugurant de nouvelles unités. Sur toutes, il était entouré de gens, mais sur aucune il ne semblait véritablement connecté à quelqu'un. Il pensa à Henri, son frère cadet. Depuis combien de temps n'avaient-ils pas vraiment discuté? Ils échangeaient des messages de vœux pour les fêtes, mais leur dernière conversation sincère remontait à des années, lorsqu'ils s'étaient disputés au sujet de l'héritage de leurs parents. Henri avait choisi un chemin différent, loin des projecteurs et du pouvoir. Il vivait maintenant dans un village du Beaujolais, dans une ferme avec sa femme et ses enfants qu'Auguste connaissait à peine. Le téléphone vibra. C'était une notification de l'agenda. Appelez Thérèse, anniversaire. Auguste sentit un pincement au cœur. Thérèse, son ex-femme. 15 ans de mariage qui s'étaient terminés par un accord civilisé et le constat mutuel qu'ils vivaient, comme des étrangers sous le même toit. Sans enfants, sans grande dispute, juste l'acceptation silencieuse qu'il s'était perdu quelque part en chemin. Son doigt plana sur le contact de Thérèse. Que dirait-il au-delà de félicitations formelles? Demanderait-il comment se passait sa vie avec son nouveau mari à Lisbonne? Commenterait-il la météo? Il renonça. Il envoya un message court et impersonnel, accompagné du virement bancaire qu'il faisait chaque année, un cadeau généreux qui remplaçait l'intimité perdue. Alors qu'il se préparait pour le dîner, ajustant son costume impeccable devant le miroir de la salle de bain privée, Auguste fixa son propre reflet. Les cheveux grisonnants sur ses tempes lui conféraient un air de respectabilité. Les rides discrètes autour de ses yeux suggéraient de l'expérience, pas la fatigue. L'image qu'il cultivait avec tant de soin était intacte, mais derrière elle, que restait-il? Le dîner dans le restaurant le plus exclusif de Lyon suivit le scénario prévu. Auguste fut charismatique avec les investisseurs japonais, raconta les bonnes histoires au bon moment, fit les promesses calculées sur l'avenir brillant de l'expansion. Ses associés, Marcel et Renaud, complétaient ses propos avec des données précises et des projections optimistes, une équipe bien rodée après des années de pratique. Quand il prit congé des investisseurs, il était plus de minuit.
Marcel suggéra de poursuivre la soirée dans un bar exclusif du quartier de la Presqu'île. « Viens Auguste, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas détendu ensemble, » insista Marcel. « Il faut fêter ce partenariat. »« Allez-y devant. Je dois réviser quelques documents pour demain, » mentit Auguste, avec un sourire étudié. Le chauffeur l'attendait à la porte du restaurant avec l'Audi noir. Pendant le trajet jusqu'à sa somptueuse demeure sur la colline de Fourvière, quartier huppé de la capitale des Gaules, Auguste observait les rues vides à travers la vitre teintée. La ville dormait tandis que son esprit continuait de bouillonner. La demeure était éclairée à son arrivée, mais vide comme toujours. La gouvernante, Madame Jeanne, était déjà partie, laissant seulement un mot indiquant que le dîner était au réfrigérateur au cas où. Auguste ignora la nourriture. Il n'avait pas d'appétit. Il monta les larges escaliers menant au 2e étage. L'écho de ses pas résonnait dans la maison vide, lui rappelant l'ampleur de son isolement. Dans le couloir, il passa devant la porte de ce qui aurait dû être la chambre d'enfants qui ne sont jamais venus. Elle servait maintenant de bureau supplémentaire où il entrait rarement. Dans la chambre principale, il retira son costume et se servit un autre verre au petit bar. À travers la large fenêtre, il pouvait voir les lumières de la ville en contrebas. Tant de vies en cours, tant d'histoires se déroulant, tandis qu'il restait suspendu dans sa forteresse de verre et de béton. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Raphaël, la directrice juridique du groupe. Étrange qu'elle appelle si tard. « Auguste, désolé pour l'heure. » Sa voix semblait tendue. « Nous devons parler du procès de la clinique de Marseille. J'ai eu accès à des documents qui pourraient compliquer notre défense. Plus de problèmes à résoudre, plus d'incendies à éteindre. C'était toujours ainsi. »« On peut en parler demain, Raphaël ?» répondit-il, se sentant soudainement épuisé. « Bien sûr, mais c'est urgent. L'avocat de la famille a pris contact et... »« Demain à la 1e heure, » l'interrompit-il fermement. « Bonne nuit. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse insister. L'affaire de Marseille était compliquée, une accusation d'erreur médicale qui pourrait entacher la réputation immaculée du groupe. Auguste savait que son nom serait à nouveau dans les médias, non pas comme le bienfaiteur de la santé, mais comme l'homme d'affaires froid qui privilégiait les profits. Il s'allongea sur le lit king size, parfaitement fait par l'équipe de nettoyage. À côté de lui, seulement des livres de management et des magazines d'affaires. Aucun roman, aucune photographie personnelle, aucun objet qui ne révèle qui était Auguste Monnier au-delà de l'entrepreneur. C'est alors que l'idée surgit, d'abord comme une pensée absurde, puis comme une possibilité intrigante, et enfin comme un plan. Et s'il disparaissait, tout simplement, pas littéralement, mais s'il cessait d'être le grand Auguste Monnier pendant un certain temps, et s'il feignait d'être malade, gravement malade, pour voir qui se souciait vraiment de lui, c'était une folie, certainement. Mais comme le sommeil ne venait pas, Auguste élaborait mentalement le scénario. Il annoncerait un diagnostic grave, quelque chose de convaincant, mais pas en phase terminale. Il s'éloignerait temporairement des entreprises. Il observerait de loin qui manifesterait une préoccupation sincère, qui rendrait visite à l'homme, pas au magnate. L'idée le consuma toute la nuit. Lorsque le soleil commença à se lever, teintant le ciel de lions de tons orangés, Auguste avait déjà un plan. Il utiliserait ses contacts médicaux pour forger des rapports. Il n'informerait que de l'essentiel à ses associés. Il se retirerait dans sa demeure, prétextant un besoin de repos et de traitement. Et alors, il saurait enfin la vérité sur sa vie. Y avait-il quelqu'un qui se souciait vraiment d'Auguste, l'homme derrière l'Empire? Chapitre 2. La farce. Initié. Le lendemain matin, Auguste annula tous ses rendez-vous. Sa décision était prise. Il appela le docteur Charles Richard, son médecin personnel depuis plus d'une décennie, et l'un des rares qu'il pouvait appeler ami, bien que leur relation n'ait jamais dépassé un professionnalisme cordial. « J'ai besoin d'une faveur, Charles. Une faveur inhabituelle, » dit Auguste, assis dans son bureau de la demeure, observant le jardin impeccablement entretenu à travers la fenêtre. Charles écouta en silence la demande insolite. Quand Auguste eut fini d'expliquer son plan, il y eut un long silence au bout du fil. « Auguste, je comprends votre expérience sociale, mais c'est complètement contraire à l'éthique. Je ne peux pas falsifier un diagnostic, vous le savez bien. »« Je ne demande pas une falsification officielle, » argumenta Auguste. « J'ai juste besoin que vous ne démentiez pas lorsque j'annoncerai mon retrait pour des raisons de santé. C'est différent. »« Quand même ?» Charles hésita. « Qu'espérez-vous trouver avec ça, Auguste? Avez-vous envisagé de simplement parler aux gens ou de suivre une thérapie ?» La suggestion irrita Auguste. La thérapie était pour les gens faibles, sans contrôle sur leurs émotions. Il était Auguste Monnier,
L'homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Il n'avait pas besoin de s'allonger sur un divan pour comprendre sa propre vie. Je n'ai pas besoin de thérapie, Charles. J'ai besoin de la vérité. Une vérité que je ne découvrirai que de cette façon. Finalement, Charles n'accepta pas explicitement, mais ne refusa pas non plus de coopérer. Il connaissait Auguste assez bien pour savoir que, lorsqu'il décidait quelque chose, rien ne l'arrêtait. Au moins, de cette façon, il pourrait surveiller la situation. Le jour suivant, Auguste convoqua une réunion extraordinaire avec ses principaux cadres. Assis au bout de la table de réunion du siège social, il garda un visage sérieux en faisant face aux 8 hommes et 3 femmes qui composaient le haut commandement de son groupe. « Je vous ai réunis pour vous communiquer quelque chose de personnel », commença-t-il d'une voix délibérément faible. « J'ai récemment reçu un diagnostic qui exigera mon retrait temporaire des activités du groupe. » Le silence qui s'ensuivit ne fut rompu que par le bruit d'une chaise qui bougeait. Auguste étudia attentivement chaque réaction. Le choc sincère de Claudine, sa secrétaire, l'échange de regards rapides entre Marcel et Renaud, ses plus anciens associés, le froncement de sourcils de Raphaël, la directrice juridique, l'expression illisible de Paul, le directeur financier. « Quel genre de diagnostic, Auguste ?» demanda finalement Marcel en se penchant en avant. « C'est grave ? C'est un problème neurologique, » répondit Auguste en maintenant un flou intentionnel. « Nous étudions encore l'étendue, mais les médecins ont recommandé un repos absolu et une réduction du stress pour le mois prochain, au minimum. »« Qui prendra les rênes ?» questionna Paul sans détour. La question directe, plus préoccupé par l'entreprise que par sa santé, ne surprit pas Auguste. C'était exactement le genre de réaction qu'il s'attendait à confirmer avec son expérience. Le conseil d'administration, comme le prévoient les statuts, vous recevrez une note de service aujourd'hui même avec tous les détails de la transition. La réunion se poursuivit avec une discussion sur les projets en cours. Seule Claudine demanda s'il avait besoin de quelque chose, s'il y avait un moyen de l'aider. Le reste de l'équipe s'adapta rapidement à l'idée de son absence, certains montrant même un enthousiasme à peine dissimulé face aux nouvelles possibilités qui s'ouvraient. Quand tout le monde fut parti, Auguste resta seul dans la salle, ressentant un mélange de confirmation de ses soupçons et une pointe de déception à laquelle il ne s'attendait pas. Il pensa à la prochaine étape, un communiqué de presse discret, suffisant pour justifier sa disparition du circuit des affaires et sociales, mais sans détails qui pourraient le compromettre à l'avenir. Le lendemain, une brève note fut publiée dans un journal économique, informant que, pour des raisons de santé, l'entrepreneur Auguste Monnier se retirera temporairement de la présidence du groupe Horizon. La nouvelle fut rapidement reprise par d'autres médias, certains spéculant sur la nature de la maladie, d'autres se concentrant sur l'impact pour le groupe. Dans sa demeure sur la colline de Fourvière, Auguste observait tout cela avec un détachement calculé. Il donna pour instruction à Madame Jeanne, sa gouvernante, de dire à tout visiteur qu'il se reposait et ne pouvait recevoir personne. Il congédia le chauffeur et la plupart du personnel de maison, ne gardant que les services essentiels. Pendant la première semaine, son téléphone ne cessa de sonner. Des messages de bon rétablissement arrivaient de contacts d'affaires, de politiciens, de célébrités qu'il avait rencontrés lors d'événements caritatifs. Tous semblaient suivre le même script. Des démonstrations génériques d'inquiétude, des offres vagues d'aide, se terminant par des phrases sur le fait qu'il était essentiel et devait prendre soin de lui pour revenir vite. Auguste répondait à tous par un remerciement standardisé rédigé par son service de communication. Pour parfaire la farce, il demanda à Charles de faire savoir parmi leurs connaissances communes que son état exigeait l'isolement, qu'il suivait un traitement expérimental et avait besoin de tranquillité. La deuxième semaine, les appels commencèrent à diminuer, les messages aussi. Les rares qui insistaient ne demandaient plus de ses nouvelles, mais des décisions d'affaires qui ne pouvaient attendre. Marcel et Renaud se présentèrent une seule fois à la demeure, mais leur visite dura moins de 20 minutes. Ils apportèrent une corbeille de fruits exotiques et parlèrent de la nécessité de sa signature sur des documents importants. « Les investisseurs japonais s'inquiètent de votre absence », commenta Renaud, tandis qu'Auguste signait les papiers sans grand intérêt. « Je pense que nous devons leur donner une garantie que vous restez aux commandes, même à distance. Dites-leur de faire confiance au Conseil. C'est pour cela que nous l'avons créé. » Marcel jeta un regard rapide à travers la pièce, remarquant les rideaux tirés, la pénombre, les livres empilés à côté du fauteuil où Auguste était assis. « Tu as l'air bien, compte tenu des circonstances, » observa-t-il, sur un ton qui suggérait plus une question qu'une affirmation. « J'ai des bons et des mauvais jours.
répondit vaguement Auguste. « Aujourd'hui, c'est un bon. » Quand ils partirent, Auguste se sentit étrangement soulagé. La visite ne faisait que confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Ses associés étaient plus préoccupés par les affaires que par sa santé. Il ne les blâmait pas. Il aurait probablement agi de la même manière si la situation avait été inversée. La 3e semaine, le silence s'installa pour de bon dans la demeure. Les arrangements floraux arrivés les premiers jours étaient déjà fanés. Les cartes de prompt rétablissement accumulaient la poussière sur la table du hall d'entrée. Aucune visite, aucun appel personnel. Son frère Henri appela une seule fois, proposant de venir du Beaujolais à Lyon si nécessaire. Auguste refusa maintenant la farce, disant qu'il était bien entouré de médecins et qu'il ne voulait pas inquiéter la famille. Au fond, il craignait qu'Henri ne découvre le mensonge. Son frère avait toujours été trop perspicace. Thérèse, l'ex-femme, envoya un message formel lui souhaitant un bon rétablissement. Rien de plus. Pas même de curiosité sur sa véritable condition. Leur mariage était terminé depuis des années, mais Auguste ressentit une pointe d'amertume face à cette distance si complète. Ce fut au cours de cette 3e semaine qu'Auguste commença à sentir le poids réel de sa décision. L'expérience fonctionnait parfaitement. Il découvrait exactement qui se souciait de lui au-delà des apparences. Le problème, c'est que la réponse semblait être « personne ». Les nuits devinrent particulièrement difficiles. Sans les distractions du travail, sans les événements sociaux qui remplissaient son calendrier, Auguste se retrouva contraint d'affronter le vide de son existence. Il essaya de lire, mais ne parvenait pas à se concentrer. Il regardait des films sans vraiment les voir. Il passait des heures à regarder par la fenêtre, observant la ville en contrebas si pleine de vie, tandis qu'il s'isolait volontairement. Un soir, en fouillant une étagère à la recherche de quelque chose à lire, il trouva un vieil album de photos. Il s'assit sur le tapis, comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance, et commença à feuilleter les pages jaunies par le temps. Le voilà, garçon maigrichon à Annecy, sa ville natale. Des photos avec ses parents aujourd'hui décédés. Avec Henri, toujours souriant, toujours plus extraverti. Des photos de l'adolescence, du début de la faculté de médecine qu'il avait abandonnée en 3e année pour se consacrer aux affaires. Et puis, une photo qu'il n'avait pas vue depuis des décennies. Auguste, à 16 ans, aux côtés d'une fille au sourire lumineux et aux cheveux bouclés. Léa Olivier, son premier amour, peut-être le seul vrai. Fille d'une professeure du lycée où il étudiait, Léa rêvait de devenir infirmière, de soigner les gens, de faire la différence. Ils étaient sortis ensemble pendant près de 2 ans, jusqu'à ce qu'Auguste parte à Lyon pour ses études de médecine. Ils s'étaient promis de maintenir leur relation à distance, mais la vie les avait séparés. Auguste s'était plongé dans ses études, puis dans les affaires. Léa Auguste n'avait plus jamais eu de ses nouvelles. En regardant cette photo, ce sourire innocent et plein d'espoir, Auguste ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la nostalgie, pas seulement de Léa, mais de la personne qu'il était à cette époque. Quelqu'un avec des rêves simples, avec la capacité de se connecter sincèrement aux autres. Que penserait Léa de lui maintenant, de l'empire qu'il avait bâti, des choix qu'il avait faits, de l'homme solitaire qu'il était devenu? Cette nuit-là, Auguste eut du mal à dormir. Quand il s'endormit enfin, il rêva des rues pavées d'Annecy, de l'odeur du pain frais de la boulangerie près de la maison de ses parents, de rires partagés sous les arbres du jardin, et de Léa, toujours de Léa, son sourire restant comme la dernière image avant de se réveiller. Le lendemain matin, quelque chose avait changé en lui. L'expérience continuerait, mais Auguste réalisa qu'il ne testait pas seulement les autres, il se retrouvait lui-même, et il n'était pas sûr d'être prêt pour ce qu'il pourrait découvrir. Chapitre 3. La rencontre inattendue. L'isolement d'Auguste durait depuis un mois lorsque la sonnette de la demeure retentit un jeudi matin. Le son résonna dans les pièces vides, le surprenant presque. Il était dans la bibliothèque, feuilletant distraitement une biographie d'Antoine de Saint-Exupéry, quand il entendit Madame Jeanne répondre à la porte. Après quelques minutes, la gouvernante apparut à l'entrée de la bibliothèque, avec une expression mêlant préoccupation et embarras. « Monsieur Monnier, il y a une dame qui cherche du travail. Normalement, je l'aurais renvoyée, mais comme vous m'avez demandé d'engager quelqu'un pour aider au nettoyage, Auguste leva les yeux de son livre, intrigué. En effet, il avait mentionné à Madame Jeanne qu'il pourrait engager quelqu'un de plus pour aider à la maison, ayant réduit le personnel pour maintenir sa farce d'isolement. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui amène des candidats. « Dites-lui de laisser un CV, Madame Jeanne. Vous pouvez vous-même la recevoir en entretien et décider. C'est que... elle n'a pas de CV, monsieur. Elle dit qu'elle a travaillé toute sa vie dans des maisons de famille,
mais n'a jamais rien formalisé. Elle a d'excellentes références, par contre, et elle semble être une personne très honnête. Auguste soupira. Il n'avait pas la patience pour ça, mais quelque chose dans le ton de Madame Jeanne le fit céder. « Très bien, je vais lui parler. Demandez-lui d'attendre dans le salon. » Il ferma le livre et se dirigea vers le salon. Avant d'entrer, il ajusta sa posture, se préparant pour le personnage qu'il interprétait, l'homme d'affaires malade. Il desserra délibérément sa cravate, laissa ses épaules tomber un peu, composa une expression de fatigue. Quand il entra dans le salon, il ne vit que le dos de la femme qui observait le jardin à travers la large baie vitrée. Des cheveux grisonnants mêlés à des cheveux bruns, attachés en un chignon simple. De taille moyenne, une robe bleu marine discrète, des chaussures plates. Une silhouette commune sans prétention. « Bonjour, dit-il, la voix délibérément affaiblie. Madame Jeanne m'a dit que vous cherchiez du travail. » La femme se retourna, et le monde d'Auguste s'arrêta un instant. Malgré les plus de 30 ans passés, malgré les marques du temps, il reconnut immédiatement ce visage. Les yeux noisettes, le menton délicat, le sourire qui commençait toujours par le côté gauche de la bouche. Léa Olivier. « Bonjour, monsieur, » répondit-elle, sans montrer le moindre signe de reconnaissance. « Excusez-moi de vous déranger. J'ai appris que vous aviez besoin de quelqu'un pour aider à la maison, et je cherche du travail. » Auguste resta immobile quelques secondes, incapable de traiter complètement ce qui se passait. C'était elle, sans aucun doute. Le temps avait laissé des traces, mais l'essence était toujours là. Comment était-il possible qu'elle soit justement à sa porte, après tant d'années? Et plus déconcertante encore, comment était-il possible qu'elle ne le reconnaisse pas? « Vous allez bien, monsieur ?» demanda Léa, préoccupée par son silence prolongé. « Oui, oui. » Auguste reprit contenance, se rappelant de tenir son rôle. « Je suis juste un peu fatigué aujourd'hui. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Elle obéit, s'installant sur le bord du canapé, les mains poliment posées sur ses genoux. Auguste s'assit dans le fauteuil d'en face, l'observant discrètement, cherchant le moindre signe de reconnaissance dans ses gestes. « Madame Jeanne a mentionné que vous aviez de l'expérience dans les maisons de famille. »« Oui, monsieur. J'ai travaillé de nombreuses années chez la famille Martin à Annecy, en m'occupant de la maison et des enfants. Puis je suis venu à Lyon il y a 15 ans, après ma séparation. J'ai travaillé pour plusieurs familles ici. Annecy. Elle était donc restée dans leur ville natale pendant un certain temps. » Auguste sentit une envie presque irrésistible de l'interroger sur sa vie, sur ce qui s'était passé après leur séparation. Mais il se retint. Elle ne le reconnaissait manifestement pas, et quelque chose en lui voulait préserver cet anonymat, du moins pour le moment. « Et qu'est-ce qui vous amène spécifiquement dans cette maison ?» demanda-t-il, en essayant de garder un ton professionnel. Léa hésita un instant comme si elle choisissait ses mots. « Je vais être honnête, monsieur. J'ai perdu mon dernier emploi quand la famille a déménagé à l'étranger. Leur voisine, qui connaît votre gouvernante, a mentionné que vous cherchiez quelqu'un ici. Je suis venu tenter ma chance. » Auguste hocha la tête, essayant de contenir la tempête d'émotions que cette rencontre inattendue provoquait. « Je vois. Et vous êtes disponible pour commencer immédiatement ?»« Oui, monsieur, » répondit-elle avec un petit sourire de soulagement. « Je peux commencer aujourd'hui même si vous en avez besoin. »« Parfait, » dit Auguste en se levant, signalant la fin du bref entretien. « Madame Jeanne vous expliquera les détails. Ce sera une période d'essai, naturellement. »« Merci beaucoup, monsieur, vous ne le regretterez pas. » Quand elle sourit, Auguste eut l'impression d'avoir à nouveau 16 ans, attendant Léa à la sortie du lycée. Une fleur cueillie en chemin, cachée derrière son dos. « Juste une chose, » ajouta-t-il, presque sans réfléchir. « Mon nom est Auguste. »« Auguste, » répéta-t-elle, comme pour mémoriser une information de routine. « Compris. Vous pouvez m'appeler Léa. » Aucun éclair de reconnaissance ne traversa ses yeux. Pour elle, il n'était qu'un patron de plus, un autre homme riche dans une maison trop grande. Quand Léa quitta la pièce, accompagnée de Madame Jeanne, Auguste retourna à la bibliothèque, mais ne put reprendre sa lecture. Son cœur battait trop vite, son esprit était plein de questions. Était-il possible qu'elle ne le reconnaisse vraiment pas? Ou faisait-elle semblant pour une raison qu'il ne comprenait pas? Les jours qui suivirent apportèrent une nouvelle dynamique à la demeure silencieuse. Léa arrivait tôt, toujours ponctuelle, toujours avec un sourire discret. Elle travaillait efficacement, sans faire de bruit inutile. Elle respectait le prétendu état de santé d'Auguste, se déplaçant dans la maison comme une présence réconfortante, mais presque invisible. Auguste, de son côté, s'inventait des raisons d'être dans les mêmes pièces qu'elle. Il faisait semblant de lire dans le jardin quand il savait qu'elle s'occuperait des plantes.
Il apparaissait dans la cuisine sous prétexte de chercher de l'eau, juste au moment où elle préparait le déjeuner. C'était pathétique. Il le savait, mais il ne pouvait s'en empêcher. Peu à peu, de petites conversations commencèrent à naître entre eux. Jamais longues, jamais trop personnelles, mais suffisantes pour qu'Auguste redécouvre la Léa qu'il avait connue et perçoive la femme qu'elle était devenue. « Vous ne mangez presque rien », commenta-t-elle un après-midi, en ramassant le plateau du déjeuner qu'il avait à peine touché. « Si je peux me permettre, vous n'allez pas vous rétablir comme ça. »« Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces derniers temps, » répondit-il en maintenant la farce de la maladie. « Ma grand-mère disait que la nourriture est un remède tout autant que les remèdes sont des remèdes, » dit Léa avec un sourire. « Demain, je préparerai quelque chose de spécial. Vous verrez, vous mangerez tout. » Et elle tint sa promesse. Le lendemain, elle lui apporta une soupe de légumes avec des morceaux de poulet qui le transporta immédiatement dans son enfance à Annecy. Le goût était incroyablement familier. « Ça me rappelle... » commença-t-il, se trahissant presque. « Ça vous rappelle quoi » demanda Léa, curieuse. « La cuisine de ma mère, » compléta-t-il, évitant ce qu'il allait vraiment dire. Elle faisait une soupe très similaire. Les mères de la région ont toutes le même livre de recettes cachées, plaisanta Léa. Je l'ai transmis à ma fille aussi. Vous avez une fille ? Demanda Auguste, sincèrement intéressé. Oui, Renée, 30 ans. Elle est infirmière à l'hôpital de la Croix-Rousse. Elle travaille beaucoup, mais elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Infirmière. Comme Léa rêvait de l'être, Auguste ressentit une étrange satisfaction de savoir qu'au moins ce rêve continuait de vivre, même à travers sa fille. Une fille qu'il ne connaissait pas, fruit d'une vie à laquelle il n'avait pas participé. Et vous ? Je veux dire vous, se corrigea-t-il rapidement. Avez-vous d'autres enfants? Vous pouvez me tutoyer, ça ne me dérange pas, sourit Léa. Et non seulement Renée. Mon ex-mari en voulait d'autres, mais les choses ne se sont pas passées comme nous l'avions prévu. Il y avait tout un monde d'histoires non racontées dans cette simple phrase. Auguste voulut en savoir plus, connaître chaque détail des années qu'ils avaient perdues, mais il se contenta de cette petite ouverture. Les semaines passèrent, et la présence de Léa devint le centre de la routine d'Auguste. Sans s'en rendre compte, il commença à mieux s'habiller, même à la maison. Il se rasait tous les jours, choisissait ses vêtements avec plus de soin. Il passait moins de temps à feindre la faiblesse, oubliant par moments sa propre farce. Un jour, alors que Léa nettoyait les étagères de la bibliothèque, elle commenta les livres. « Je n'ai jamais vu autant de livres de ma vie. Vous les avez tous lus ?»« Non, loin de là, » admit Auguste. « Beaucoup ont été achetés par le décorateur, pour s'accorder avec les meubles, je crois. » Léa rit, un son cristallin qui remplit la bibliothèque et le cœur d'Auguste. Au moins, ils sont beaux. Mais c'est dommage qu'ils ne soient là que pour la décoration. Les livres sont faits pour être lus. Vous aimez lire ? Demanda-t-il, se souvenant comment la jeune Léa portait toujours un livre emprunté à la bibliothèque municipale. J'ai toujours aimé, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je lis avant de dormir. Je termine Le blé en herbe de Colette pour la 3e fois. Auguste s'en souvint immédiatement. Il lui avait offert ce livre pour son 17e anniversaire. Serait-ce le même exemplaire? Impossible, après tant de temps. Mais la coïncidence le frappa de plein fouet. C'est un bon livre, commenta-t-il, essayant de garder une voix neutre. C'était un cadeau de quelqu'un de spécial, dit-elle, le regard lointain. Puis, comme si elle réalisait qu'elle en avait trop dit, elle se remit rapidement au travail. Cette nuit-là, Auguste ne put dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit, pensant à Léa, au passé, au choix qu'il avait fait. Pour la première fois, il se demanda si sa farce n'était pas allée trop loin. Il trompait tout son entourage, y compris Léa. Mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. La vérité pourrait l'éloigner définitivement, et l'idée de perdre à nouveau cette connexion, même construite sur un mensonge, était insupportable. Le lendemain matin, une discussion animée à l'entrée de la demeure le réveilla. Il descendit les escaliers encore en robe de chambre, inquiet, et trouva Marcel, son associé, en train de discuter avec Madame Jeanne. « Auguste !» s'exclama Marcel en le voyant. « Enfin, votre gouvernante ne voulait pas me laisser entrer, disant que vous ne pouviez pas être dérangé. Elle suivait mes ordres, » répondit froidement Auguste. « Qu'y a-t-il de si urgent, Marcel ?» L'associé regarda autour de lui, comme pour vérifier s'ils étaient vraiment seuls. « Nous devons parler en privé. C'est à propos des investisseurs japonais et de quelques autres questions. » Auguste conduisit Marcel jusqu'à son bureau, conscient que la véritable conversation n'avait rien à voir avec les investisseurs, mais avec son absence prolongée. Il ferma la porte, se préparant pour une nouvelle étape de sa mise en scène. Ce qu'il ne savait pas,
c'est que pendant ce temps, Léa trouvait dans la bibliothèque quelque chose qui allait complètement changer le cours de son expérience. Chapitre 4. Secret révélé. Pendant qu'Auguste discutait avec Marcel dans le bureau, Léa continuait sa routine de nettoyage dans la bibliothèque. En déplaçant quelques livres lourds de l'étagère la plus haute, elle remarqua un petit carnet à la couverture de cuir caché derrière eux. Il ne semblait pas appartenir à cet ensemble de reliures luxueuses. Il était simple, usé par l'usage, avec une texture qui suggérait des années de manipulation. Elle hésita un instant. Elle ne devait pas toucher aux affaires personnelles de son patron. Mais quelque chose dans ce carnet l'attira, comme s'il émanait une énergie familière. Elle regarda vers la porte, s'assura d'être seule et le prit avec précaution. Sur la couverture, pas de titre, seulement les initiales AM, gravées discrètement dans le coin inférieur. Elle l'ouvrit avec prudence et la première page révéla une date de plus de 20 ans et une écriture ferme, masculine. « J'ai quitté Annecy il y a une semaine et j'ai déjà l'impression qu'un morceau de moi est resté là-bas. La fac est tout ce que j'imaginais. Les professeurs sont brillants. Mais le soir, quand je suis seul dans ma chambre d'étudiant, je ne pense qu'à Léa, à son sourire, à la façon dont ses yeux brillent quand elle parle de devenir infirmière. » Léa sentit son cœur s'accélérer. Était-ce possible? Elle tourna quelques pages, lisant des extraits épars. 3e mois à Lyon. Les lettres de Léa deviennent plus courtes et moins fréquentes. J'essaie de comprendre. Je sais qu'elle est aussi occupée par ses études. Mais j'ai peur que la distance nous éloigne d'une manière que je ne peux contrôler. J'ai rencontré un entrepreneur aujourd'hui qui m'a offert un stage dans sa clinique. Le salaire est bon, et je peux continuer mes études le soir. Une partie de moi sait que je devrais me concentrer uniquement sur la fac, comme le souhaitent mes parents, mais l'opportunité est tentante. Je n'ai pas répondu à la dernière lettre de Léa. Que pourrais-je dire? Que je travaille 16 heures par jour, que je ne suis plus sûr de vouloir être médecin, que nos vies suivent des chemins si différents que je n'arrive plus à voir un avenir ensemble. Léa tournait les pages avec des doigts tremblants, reconnaissant maintenant l'histoire avec une clarté dévastatrice. C'était lui, Auguste, son Auguste d'Annecy, le garçon qui avait promis de revenir et qui n'était jamais revenu, le premier amour que le temps avait transformé en un souvenir doux amer, gardé au fond de son cœur. Complètement absorbé par le travail à la clinique, Henri dit qu'il ne me reconnaît plus. Il a peut-être raison. Parfois, je ne me reconnais pas moi-même. L'argent arrive, la reconnaissance aussi, mais hier je suis passé devant le magasin d'instruments de musique et j'ai vu une guitare qui m'a rappelé les après-midi à jouer pour Léa dans le jardin de sa maison. Un instant, j'ai failli entrer pour l'acheter, mais mon téléphone a sonné. C'était un investisseur, la vraie vie me rappelait à l'ordre. Les entrées devenaient plus espacées avec les années. En lisant, Léa avait l'étrange sensation de suivre la transformation d'un jeune homme plein de rêves en l'homme réservé et solitaire qu'il employait maintenant. J'ai inauguré la 2e clinique aujourd'hui. Les journaux ont couvert l'événement. J'ai souri pour les caméras, serré les bonnes mains, dit les mots attendus. Tout le monde me félicitait comme si j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire. Dans la voiture, en rentrant, je suis passé par le quartier universitaire et j'ai vu un couple d'étudiants enlacés sur un banc. Ils avaient l'air si heureux dans leur simplicité. Je me suis demandé si Léa avait trouvé quelqu'un, si elle est heureuse, si elle pense encore à moi parfois. Léa referma brusquement le carnet en entendant des voix s'approcher. Rapidement, elle le remit sur l'étagère, entre les livres, et prit le plumeau, faisant semblant de nettoyer quand la porte s'ouvrit. Auguste entra, suivi d'un homme en costume qui parlait à voix basse mais intense. En la voyant, ils se turent tous les deux. « Excusez-moi, j'étais sur le point de sortir », dit Léa, évitant de regarder Auguste directement. Maintenant qu'elle savait qui il était, elle craignait que ses yeux ne révèlent son secret. « Ce n'est rien, Léa. Vous pouvez continuer », répondit Auguste, avec une gentillesse qui prenait maintenant tout son sens. Elle sortit rapidement, le cœur battant si fort qu'il semblait que tout le monde pouvait l'entendre. Elle avait besoin d'air, besoin de réfléchir. Elle se dirigea vers le jardin, où elle trouva Madame Jeanne en train de tailler des plantes. « Tout va bien, ma petite? On dirait que vous avez vu un fantôme », commenta la gouvernante, remarquant sa pâleur. « Ça va, juste un peu fatiguée », répondit Léa, essayant de reprendre contenance. « Madame Jeanne, depuis combien de temps Monsieur Monnier est-il malade ?» La question sortit spontanément, avant qu'elle ne puisse la retenir. La gouvernante fronça les sourcils, pensive. « Ça fait environ 2 mois qu'il l'a annoncé, mais pour être honnête avec vous, je n'ai jamais bien compris quelle est sa maladie. Il n'a pas l'air si mal que ça, n'est-ce pas ?
Il prend peu de médicaments pour quelqu'un de soi-disant si malade. Alors Madame Jeanne avait aussi ses doutes. Léa hocha la tête, feignant d'être d'accord avec désinvolture, mais son esprit travaillait furieusement. Auguste, son Auguste de jeunesse, était devenu un magnate de la santé, et maintenant il feignait une maladie. Pourquoi? Que cherchait-il avec cette farce? Les questions s'accumulaient dans son esprit pendant qu'elle aidait automatiquement Madame Jeanne avec les plantes. À l'intérieur de la maison, la conversation entre Auguste et Marcel s'échauffait. « Je ne remets pas en question votre état, Auguste », disait Marcel clairement mal à l'aise, mais les rumeurs commencent à circuler. Les gens parlent. « Quels gens? Ils parlent de quoi ?» demanda Auguste, irrité par l'insinuation. « Des gens du conseil, de la direction. Renaud a entendu d'un ami médecin que personne dans le milieu médical ne sait exactement ce que vous avez. C'est étrange, vous devez l'admettre. » Auguste sentit une pointe d'inquiétude. Il n'avait pas envisagé que sa farce puisse être remise en question si rapidement. Le plan lui échappait-il? « Marcel, je suis suivi par des médecins privés. Ce n'est pas quelque chose que je divulgue dans les couloirs des hôpitaux. Je comprends, et je respecte votre vie privée, mais... » Marcel hésita, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Les investisseurs japonais menacent de se retirer s'ils n'ont pas de garantie concrète sur votre santé. Et il y a des rumeurs selon lesquelles Paul manœuvre avec certains conseillers pour prendre la présidence de façon permanente. La nouvelle ne surprit pas Auguste. Paul avait toujours été ambitieux, et Auguste savait que son absence créerait un vide de pouvoir que quelqu'un essaierait de combler. Laisse Paul faire ses manœuvres. Le conseil ne l'écoutera pas. N'en sois pas si sûr, avertit Marcel. Paul a des arguments convaincants sur la façon dont l'incertitude affecte la valeur des actions du groupe. Auguste se dirigea vers la fenêtre, observant le jardin où Léa travaillait avec Madame Jeanne. Il y avait quelque chose de si naturel, de si vrai dans sa façon de bouger, de se rapporter au monde. L'opposé complet de la fausseté que sa vie était devenue. « Que suggères-tu alors » demanda-t-il finalement. « Reviens, Auguste, même progressivement. Apparaît à quelques réunions importantes, rassure personnellement les investisseurs. Montre que, malade ou non, tu es toujours aux commandes. » Quand Marcel fut enfin parti, Auguste resta dans son bureau, réfléchissant. La farce qu'il avait créée pour découvrir qui se souciait vraiment de lui avait révélé des vérités douloureuses, mais avait aussi ramené Léa dans sa vie, même si c'était sous de faux prétextes. Que devait-il faire maintenant? Continuer son plan, au risque de perdre tout ce qu'il avait construit professionnellement? Ou reprendre les rênes de sa vie d'entreprise et probablement perdre la connexion retrouvée avec Léa, qui ne le voyait que comme un patron malade ayant besoin de soins? Au dîner ce soir-là, Léa apporta le repas au bureau où Auguste travaillait encore, organisant des documents laissés par Marcel. Elle posa le plateau sur la table d'appoint et resta là comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. « Un problème, Léa » demanda-t-il, percevant son hésitation. « Non, aucun, » répondit-elle rapidement. « C'est juste que vous semblez mieux aujourd'hui, plus disposé. » Il y avait quelque chose dans son ton, une accusation presque voilée, qui fit se demander à Auguste si elle se doutait de quelque chose. « J'ai des jours meilleurs et des jours pires, » répondit-il, répétant son excuse habituelle. « Aujourd'hui est un bon jour. » Léa hocha la tête sans bouger pour sortir. « Avez-vous déjà visité Annecy » demanda-t-elle finalement. La question prit Auguste par surprise. Était-ce une coïncidence ou savait-elle? « Oui, il y a de nombreuses années, » répondit-il prudemment. « Pourquoi? C'est ma ville natale. J'ai cru reconnaître un accent de la région quand vous parlez, surtout quand vous êtes fatigué. Je suis né en Haute-Savoie, admit-il, choisissant de ne pas mentionner spécifiquement Annecy. Mais je suis parti jeune. » Léa sourit, un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. « C'est drôle comme la vie fait des détours, n'est-ce pas? Les gens quittent leur petite ville, cherchent quelque chose de plus grand et finissent parfois par trouver des morceaux du passé dans les endroits les plus inattendus. » Sur cette observation énigmatique, elle se retira laissant Auguste intrigué et vaguement mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une insinuation qu'il ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Le lendemain matin, Auguste fut réveillé par le bruit de son téléphone. C'était Charles, son médecin. « Auguste, nous avons un problème, » dit-il, sans préambule. « Je reçois des appels de journalistes qui posent des questions sur votre état. » « Comment ça ?» Auguste s'assit dans son lit, soudainement alerte. « Un journaliste du Progrès m'a appelé hier soir. Il a dit avoir reçu une dénonciation anonyme selon laquelle vous feignez d'être malade. Il m'a demandé si je couvrais la farce. » Auguste sentit son sang se glacer. Qui aurait pu faire ça?
Marcel? Paul? Quelqu'un de plus proche? Que lui as-tu dit? Rien, évidemment. J'ai invoqué le secret médical. Mais ils ne lâcheront pas facilement, Auguste. Ce genre d'histoire sur quelqu'un de votre calibre fait vendre des journaux. Après avoir raccroché, Auguste resta assis sur le lit essayant de mesurer les implications. Sa farce était sur le point d'être exposée. Les journaux se régaleraient de l'histoire du puissant homme d'affaires qui avait menti sur une maladie grave. Sa crédibilité serait détruite. La valeur des entreprises chuterait. Et Léa le mépriserait quand elle découvrirait la vérité. Il descendit lentement les escaliers, sentant le poids de ses choix. La maison était silencieuse. Seulement le bruit lointain de Madame Jeanne dans la cuisine. Léa n'était pas encore arrivée. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange dans le hall d'entrée. Le petit cadre photo qu'il gardait sur la console, avec une photo de ses parents, avait été déplacé. Il s'approcha et remarqua que, derrière le cadre, il y avait un papier plié, un mot. Il le déplia avec des doigts tremblants, reconnaissant immédiatement l'écriture délicate. « Auguste d'Annecy, je sais qui tu es, et je sais que tu n'es pas vraiment malade. Nous parlerons ce soir. Léa. » Le mot était simple, direct, dévastateur. Léa savait. Elle savait qui il était. Elle savait la farce qu'il maintenait. Comment? Quand l'avait-elle découvert? Le carnet. Ça devait être ça. Le vieux journal qu'il avait tenu pendant des années, où il consignait ses pensées les plus intimes, ses souvenirs, ses regrets. Le carnet qu'il croyait bien caché dans la bibliothèque. Auguste s'assit sur une marche de l'escalier, le mot encore entre ses mains, sentant le monde qu'il avait si soigneusement construit s'effondrer autour de lui. Il était sur le point de tout perdre. Son empire commercial, sa réputation et, plus douloureuse encore, la seule personne qui comptait vraiment. À ce moment, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Léa entra, portant son simple sac. Leurs regards se croisèrent, et un instant le temps sembla se figer. Il n'y avait plus de patron et d'employés. Seulement Auguste et Léa, comme 30 ans plus tôt, sous le ciel étoilé d'Annecy, plein de promesses non tenues et de chemins qui s'étaient séparés. « Tu as reçu mon mot, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une constatation. »« Je l'ai reçu, répondit-il en glissant le papier dans sa poche. « On peut parler maintenant ?» Léa secoua la tête négativement. « Ce soir. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, et tu as aussi des décisions importantes à prendre, d'après ce que j'ai compris de la conversation d'hier. » Sur ces mots, elle se dirigea vers la cuisine, laissant Auguste seul avec la certitude que, dans quelques heures, il ferait face au jugement le plus important de sa vie. Chapitre 5. Confrontation et confession. La journée s'éternisa pour Auguste. Chaque minute semblait durer 1 heure, tandis qu'il alternait entre son bureau et les autres pièces de la maison, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Léa, de son côté, resta distante, accomplissant ses tâches avec la même efficacité habituelle, mais en évitant de le croiser. Lorsque leurs chemins se croisaient inévitablement, elle le traitait avec une politesse froide, comme si rien d'anormal ne se passait, comme si elle n'avait pas laissé ce mot dévastateur. Vers 15 heures, le téléphone sonna. C'était Raphaël, la directrice juridique. « Auguste, nous avons une situation. » Sa voix était tendue. « Un journaliste du Progrès pose des questions sur votre état de santé. Il insinue avoir une source qui prétend que vous feignez d'être malade. » Alors, ça avait commencé. Auguste ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées. Que demande-t-il exactement? Il veut savoir quel est votre diagnostic précis, qui est votre médecin, et pourquoi il n'y a aucune trace d'hospitalisation ou de traitement. Il a aussi mentionné qu'un associé proche lui a dit que vous êtes en parfaite santé et que vous utilisez la maladie comme excuse pour un but personnel. Un associé proche. Serait-ce Marcel, inquiet pour les investisseurs? Ou Paul, essayant de forcer son départ définitif? Qu'as-tu répondu? Simplement que nous ne commentons pas la santé personnelle de nos directeurs et que tous les congés suivent des protocoles internes, répondit Raphaël. Mais il ne s'en contentera pas, Auguste. Il prépare un article pour demain. Après avoir raccroché, Auguste s'assit lourdement dans son fauteuil. La situation lui échappait rapidement. Dans quelques heures, sa farce serait étalée dans les journaux. Sa réputation, bâtie au fil des décennies, serait anéantie. La valeur des actions du groupe chuterait. Les investisseurs japonais se retireraient certainement. Et tout ça pourquoi? Pour une expérience égoïste qui n'avait révélé que l'évidence, que les gens se souciaient plus de ce qu'il représentait que de qui il était vraiment. Sauf Léa. Léa, qui avait pris soin de lui sans savoir qui il était. Léa,
qui avait ramené la lumière dans sa vie, même sous de faux prétextes. Léa qui savait tout maintenant et le méprisait probablement. À 16 heures, un autre appel, cette fois de Renaud, son autre associé. « Auguste, je suis avec Paul au bureau. Nous devons parler d'urgence. » « À quel sujet ?»« De la réunion extraordinaire du conseil que Paul a convoquée pour demain. Il propose ton remplacement permanent, affirmant que ton état empêche une gestion efficace du groupe. » Paul avait donc joué sa carte. Ce n'était pas surprenant, mais la rapidité avec laquelle il avait agi indiquait qu'il était peut-être derrière la fuite à la presse. « Et toi, Renaud, quelle position vas-tu prendre à cette réunion ?» Il y eut un silence embarrassé de l'autre côté de la ligne. « Auguste, tu es mon ami de longue date, mais je dois penser au groupe. Si tu ne peux pas venir en personne demain et clarifier la situation. » La phrase inachevée disait tout. Même Renaud, qu'il connaissait depuis 20 ans, n'hésiterait pas à lui tourner le dos si cela signifiait protéger ses propres intérêts. « J'y serai, » dit Auguste, la voix froide. « Dis à Paul de ne pas commencer à redécorer mon bureau tout de suite. » Il raccrocha sans attendre de réponse, la colère remplaçant momentanément l'anxiété. Comment en était-il arrivé là? Comment avait-il permis qu'une simple expérience sociale se transforme en une menace pour tout ce qu'il avait construit? Quand l'horloge marqua enfin 19 heures, Auguste entendit la voix de Madame Jeanne prendre congé. Quelques instants plus tard, des pas légers s'approchèrent de son bureau. Léa frappa doucement à la porte entr'ouverte. « On peut parler maintenant ?» demanda-t-elle, le visage indéchiffrable. Auguste hocha la tête, lui indiquant le fauteuil en face de lui. Elle entra mais resta debout. « Je préfère parler dans le jardin, dit-elle. J'ai besoin d'air frais pour cette conversation. » Il acquiesça en silence et la suivit jusqu'au jardin arrière. La nuit était fraîche, le ciel exceptionnellement étoilé pour une grande ville comme Lyon. Ils s'assirent sur un banc en bois à l'ombre d'un vieux pommier. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Seul le chant des grillons et le bruit lointain de la circulation remplissaient le silence entre eux. « Pourquoi, Auguste ?» demanda finalement Léa, regardant non pas lui, mais le ciel étoilé. « Pourquoi feindre une maladie? Qu'espérais-tu obtenir avec ça ?» La question, bien qu'attendue, le frappa de plein fouet. Comment expliquer quelque chose que lui-même ne comprenait pas entièrement? « Je voulais, » commença-t-il hésitant, « je voulais savoir qui se souciait vraiment de moi. Au-delà de mon argent, de mon pouvoir, de ma position, je voulais découvrir s'il y avait quelqu'un qui se préoccupait d'Auguste, l'homme, pas d'Auguste Monnier, l'entrepreneur. » Léa se tourna enfin pour le regarder, ses yeux reflétant la douce lumière de la lune. « Et as-tu découvert ce que tu espérais ?» Auguste eut un sourire triste. « J'ai découvert que j'ai construit une vie où personne ne se soucie vraiment de moi. Mes associés ne pensent qu'aux affaires, mes employés ont peur de moi, pas d'amour ou de respect sincère. Mon ex-femme a à peine demandé de mes nouvelles. Mon frère a offert son aide, mais n'a pas insisté quand j'ai refusé. C'est comme si j'étais un fantôme, Léa. Un fantôme entouré de gens, mais complètement seul. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, et il sentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies, la pression de larmes non versées. « Et puis tu es apparu, » continua-t-il, après avoir repris le contrôle, sans savoir qui j'étais, sans connaître ma richesse ou mon influence, et tu as pris soin de moi. Pas de l'entrepreneur, pas du magnate, mais de l'homme qui feignait d'être malade pour découvrir si quelqu'un se souciait de lui. « Je ne savais pas que c'était toi, » dit Léa, sa voix maintenant plus douce. « Je n'ai pas reconnu le garçon d'Annecy dans l'homme que tu es devenu. Quand as-tu compris? Hier, quand j'ai trouvé ton journal dans la bibliothèque, les pièces du puzzle se sont assemblées. Les histoires sur Annecy, la façon dont tu me regardais parfois, comme si tu voyais un fantôme. » Auguste hocha la tête, absorbant l'information. « Et tu as parlé à quelqu'un de la farce ?» demanda-t-il, craignant la réponse. Léa fronça les sourcils, confuse. « Parler à qui ?»« À la presse, à l'un de mes associés. Quelqu'un a divulgué l'information que je fais semblant. Les journaux publieront l'histoire demain. » Le choc sincère sur le visage de Léa répondit avant ces mots. « Non, Auguste, je n'aurais jamais fait ça. J'étais blessée, confuse, même en colère quand j'ai découvert la vérité, mais jamais, jamais je n'aurais trahi ta confiance de cette manière. » Il l'a cru instantanément. Léa ne saurait pas mentir de cette façon, ce qui signifiait que la fuite venait d'une autre source. Paul, Marcel, quelqu'un de l'équipe médicale? C'est donc une coïncidence, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Juste au moment où tu as découvert la vérité, quelqu'un d'autre l'a découverte aussi. Quelle vérité a été découverte exactement? Demanda une voix masculine, les surprenant tous les deux.
Paul se tenait à quelques mètres de là, partiellement caché par l'ombre d'un arbre. Auguste n'avait pas entendu ses pas s'approcher, trop absorbé par la conversation avec Léa. « Comment es-tu entré ici, Paul ?» demanda Auguste en se levant rapidement. « Votre gouvernante m'a laissé entrer avant de partir, » répondit Paul s'avançant dans la lumière. « Elle a dit que vous étiez dans le jardin. Je suis venu parler de la réunion de demain, mais il semble que j'ai interrompu quelque chose de plus intéressant. » Il y avait une lueur calculatrice dans les yeux de Paul qu'Auguste connaissait bien. Il assemblait les pièces, comprenait la situation. « C'est donc vrai, » continua Paul, un sourire malicieux se formant. « Tu fais vraiment semblant. Il n'y a aucune maladie, n'est-ce pas ?» Tout n'était qu'une mise en scène. Léa se leva, se plaçant instinctivement à côté d'Auguste. « Ça ne vous regarde pas, » dit-elle avec une fermeté qui surprit les deux hommes. Paul l'ignora, se concentrant sur Auguste. « As-tu idée de ce que cela signifie, Auguste? Le préjudice à la réputation du groupe? La rupture de confiance des investisseurs? Les procès que nous pourrions affronter? J'assumerai les conséquences de mes actes, » répondit Auguste en gardant son calme. « Comme je l'ai toujours fait. »« Non, tu ne comprends pas. » Paul fit un pas en avant, le ton changeant pour quelque chose de plus menaçant. « Il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de nous tous. Les actions vont chuter, les contrats seront révisés. Tout le travail de décennies détruit par ton caprice égoïste. » La colère de Paul était palpable, mais il y avait aussi autre chose dans son comportement. Une opportunité calculée, un plan qui se formait. « Que veux-tu, Paul ?» demanda directement Auguste. « Tu n'es pas venu ici juste pour exprimer ton indignation morale ?» Paul sourit, retrouvant son sang-froid. « Toujours perspicace, Auguste. Oui, j'ai une proposition. La réunion de demain, l'article dans le journal, tout cela peut être évité. En échange de quoi? Ta démission volontaire, pas du groupe entier, seulement de la présidence. Tu gardes tes actions, ton siège au conseil, mais tu laisses la direction exécutive. Nous prétendrons que ton état, bien que moins grave qu'initialement craint, exige toujours un retrait partiel. Nous sauvons les apparences. Le marché reste stable. Tout le monde y gagne. » Auguste observa l'homme en face de lui, évaluant la proposition. Il était clairement victime d'un chantage. Mais étonnamment, il ne ressentait pas l'indignation qu'il attendait, seulement une fatigue profonde et la certitude que quelque chose devait changer dans sa vie. « Et si je refuse? Alors je ne retiendrai pas l'article. Le journaliste est un ami personnel, Auguste. C'est à moi qu'il s'est adressé en premier avec la dénonciation anonyme. J'ai demandé un jour pour vérifier les faits avant qu'il ne publie. Il ne tient qu'à toi de décider ce qui fera la une demain. La réorganisation administrative du groupe Horizon ou le scandale du magnate de la santé qui a trompé tout le monde. » Léa, qui était restée silencieuse pendant l'affrontement, fit un pas en avant. « C'est vous qui êtes derrière la dénonciation anonyme, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, les yeux étincelants d'indignation. « Vous avez tout manigancé. » Paul rit sans nier l'accusation. « Et qui êtes-vous, au juste? L'infirmière? L'aide-soignante? » « Elle n'a rien à voir avec ça, Paul, » intervint Auguste, la voix dure. « Laisse-la en dehors de ça. »« Au contraire, » répondit Paul, « elle semble être au cœur de l'histoire. » Le grand Auguste Monnier, feignant d'être malade pour... « Quoi? Impressionner la femme de ménage? C'est pathétique, Auguste. Et si les journaux découvrent cet angle, ce sera encore plus humiliant. » La menace voilée était claire. Paul utiliserait Léa, exposerait leur relation, transformerait quelque chose de précieux en un scandale sordide que les médias dévoreraient. « Sors de chez moi, » dit Auguste en faisant un pas vers Paul. « Maintenant. » Paul ne se laissa pas intimider. « Pense à ma proposition, Auguste. Tu as jusqu'à demain, 9 heures. Si tu n'annonces pas ta démission d'ici là, l'histoire sera rendue publique, avec tous les détails sordides que nous pourrons rassembler. » Sur ces mots, il tourna le dos et se dirigea vers la sortie, laissant Auguste et Léa de nouveau seuls dans le jardin nocturne. Quand Paul disparut, Léa s'approcha d'Auguste, lui touchant légèrement le bras. « Il ne peut pas faire ça. C'est du chantage. »« Il peut et il le fera, » répondit Auguste avec la certitude de quelqu'un qui connaissait bien le monde dans lequel il vivait. « Paul a toujours voulu ma place. Maintenant, il voit la chance parfaite de l'obtenir sans passer pour un usurpateur. Il sera perçu comme le sauveur du groupe, le leader responsable qui a pris les rênes dans un moment de crise. Et tu vas céder? Tu vas le laisser gagner ?» Auguste regarda le ciel étoilé, puis le visage de Léa, éclairé par le clair de lune. Combien de nuits à Annecy avait-il passé ainsi, à planifier l'avenir, à rêver de possibilités, un avenir qui ne s'était jamais concrétisé parce qu'il avait choisi un autre chemin. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. «
Une partie de moi veut se battre, affronter Paul, exposer ses manipulations. Mais une autre partie quoi. Une autre partie se demande s'il ne vaudrait pas mieux simplement laisser tomber. Le groupe, la présidence, tout ce monde d'apparence et de pouvoir que j'ai construit, est-ce vraiment ce que je veux pour le reste de ma vie? Léa étudia son visage un long moment, comme si elle essayait de déchiffrer l'homme qu'il était devenu. « Et que veux-tu, Auguste ?» demanda-t-elle finalement. Que veut vraiment de la vie le garçon d'Annecy qui rêvait d'être médecin, qui jouait de la guitare sous ma fenêtre? La question le frappa de plein fouet, car il réalisa qu'il ne connaissait pas la réponse. Il avait passé tant de temps à construire un empire, à accumuler richesses et pouvoirs, qu'il avait oublié de se demander si c'était ce qu'il désirait vraiment. Je ne sais pas, Léa. Sincèrement, je ne sais pas. Mais j'ai jusqu'à demain pour le découvrir. Chapitre 6. Décision à l'aube. Auguste ne put dormir cette nuit-là. Après le départ de Léa, qui avait promis de revenir le lendemain matin, il resta des heures dans le jardin, contemplant les étoiles et le chemin que sa vie avait pris. Quand le froid de l'aube le força finalement à rentrer, il se dirigea non pas vers sa chambre, mais vers la bibliothèque. Là, parmi les livres qu'il lisait rarement, il retrouva le journal à la couverture de cuir que Léa avait découvert. Il le feuilleta lentement, revivant des moments de sa jeunesse, des décisions qu'il avait façonnées, des rêves qu'il avait abandonnés en cours de route. Dans les dernières pages, il trouva une entrée datant de seulement 5 ans. Nous avons inauguré aujourd'hui la 10e clinique du groupe Horizon. Encore une célébration, encore des applaudissements, encore des compliments vides. Quand tout le monde est parti, je suis resté seul dans cet immense bâtiment, avec des équipements de pointe et des salles impeccables. Je devrais ressentir de la fierté, de l'accomplissement. Mais tout ce à quoi je peux penser, c'est, si j'étais devenu médecin, comme c'était mon plan initial, combien de vies aurais-je pu toucher directement? Combien d'yeux aurais-je vu s'illuminer d'espoir après un diagnostic positif? Combien de mains aurais-je tenues dans des moments de fragilité? J'ai construit des cliniques qui sauvent des vies, mais je n'ai jamais sauvé une vie de mes propres mains. Ces mots, écrits dans un moment de rare honnêteté envers lui-même, résonnaient maintenant avec une force renouvelée. Il avait bâti un empire de la santé sans jamais vraiment prendre soin de quelqu'un, jusqu'à l'arrivée de Léa. Quand le soleil commença à se lever, Auguste avait pris sa décision. Il alla dans sa chambre, prit une longue douche, s'habilla avec soin, non pas avec l'un de ses impeccables costumes de dirigeant, mais avec des vêtements simples et élégants. Il voulait affronter cette journée en tant qu'Auguste, pas en tant que le magnate Auguste Monnier. À 7 heures du matin, son téléphone sonna. C'était Charles. « Auguste, as-tu vu le journal ?» La voix du médecin semblait inquiète. « Pas encore, quelque chose est déjà sorti. La version en ligne. Ils insinuent que tu as simulé la maladie, citant des sources proches qui affirment n'avoir jamais vu le moindre signe de problème de santé. Ils ne mentionnent pas mon nom directement, mais suggèrent que des médecins pourraient être impliqués dans la farce. Je suis désolé de t'avoir impliqué là-dedans, Charles. Ne t'inquiète pas pour moi maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Auguste prit une profonde inspiration. « Je vais à la réunion du conseil à 9 heures. Après ça, on verra. » Il raccrocha et ouvrit le site du journal. Le titre était exactement ce que Paul avait menacé. Un magnate de la santé soupçonné de simuler une maladie. Le texte, bien que rempli de supposément et selon des sources, indiquait clairement que sa farce était exposée. À 8 heures, on sonna à la porte. Auguste ouvrit et trouva Léa qui semblait avoir aussi peu dormi que lui. « Tu as vu le journal ?» demanda-t-elle en entrant. « Je l'ai vu. Paul a tenu sa menace. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Auguste la conduisit à la cuisine, où il prépara du café pour eux deux. Un geste simple, domestique, qu'il n'aurait jamais fait des semaines auparavant. « Je vais à la réunion du conseil, » répondit-il en servant le café dans 2 tasses. « Je vais affronter Paul et les autres, dire la vérité, toute la vérité. Et après ?» Auguste sourit légèrement. « Après, Léa, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Recommencer. » Elle l'observa avec un mélange de surprise et de curiosité. « Comment ça ?»« J'ai réalisé quelque chose hier soir, en relisant mes propres pensées au fil des ans. Je n'ai jamais vraiment voulu de tout cet empire. Ce que je voulais, c'était faire la différence, aider les gens. J'ai commencé la fac de médecine avec ce rêve, mais j'ai laissé l'ambition, l'argent, le pouvoir me détourner du chemin. » Léa hocha la tête, comprenant. « Alors tu vas... » « Je vais démissionner. Pas parce que Paul me fait chanter, mais parce que je le veux. Parce qu'il est temps de suivre le chemin que j'ai abandonné il y a 30 ans. » Une larme inattendue brilla au coin de l'œil de Léa. « Et qu'est-ce qui se passe avec nous ?»
La question flotta dans l'air entre eux, chargée de possibilités. « Ça, » répondit doucement Auguste, « ça dépend de toi, de ce que tu veux, Léa. Parce que ce que je veux, c'est la chance de te connaître à nouveau, pas en tant que patron et employé, pas en tant que le garçon et la fille d'Annecy, mais en tant que les personnes que nous sommes maintenant. » Léa tendit la main, touchant légèrement la sienne sur la table. « Ça me plairait. » Le moment fut interrompu par la sonnerie stridente du téléphone. C'était Renaud. « Auguste, tu as vu le journal? C'est un désastre. Les investisseurs paniquent, les actions ont chuté de 15% en préouverture. Paul convoque la presse pour après la réunion du conseil. Tu dois venir maintenant, il faut limiter les dégâts. Je serai là dans 1 heure, Renaud, répondit Auguste, avec un calme qui le surprit lui-même. Et ne t'inquiète pas, j'assumerai toute la responsabilité. En raccrochant, il remarqua que Léa l'observait intensément. Tu es sûr de toi, Auguste? Demanda-t-elle. Tu as construit cet empire pendant des décennies. Tu n'as pas peur de tout perdre. Auguste réfléchit un instant à la question. J'ai peur, oui, admit-il finalement. Mais plus que ça, j'ai peur de continuer à me perdre moi-même, de mourir un jour en réalisant que j'ai vécu la vie que les autres attendaient de moi, pas celle que je désirais vraiment. Léa hocha la tête, comprenant parfaitement. Tu veux que je vienne avec toi? L'offre le toucha profondément. C'était exactement le genre de geste qui révélait qui était Léa. Quelqu'un qui offrait son soutien, non pas au magnate, mais à l'homme. Non, c'est quelque chose que je dois affronter seul. Mais tu seras là quand je reviendrai? Je serai là, promit-elle. Sur le trajet vers le siège du groupe Horizon, Auguste ressentit un étrange mélange de nervosité et de libération. L'imposant bâtiment, avec sa façade de verre reflétant le ciel bleu de Lyon, ne semblait plus être la forteresse de pouvoir qu'il représentait autrefois. C'était juste un bâtiment fait de verre, d'acier et de béton. À la réception, il remarqua les regards curieux et embarrassés des employés. Tous avaient déjà vu le journal, tous savaient. Certains détournèrent le regard, d'autres l'observaient avec un mélange de fascination et de désapprobation. Dans l'ascenseur privé menant à la salle du conseil, Auguste réfléchit au discours qu'il allait prononcer. Ce ne serait pas une défense, ni une tentative de sauver son poste. Ce serait la vérité, brute et simple, suivie de sa décision déjà prise. Quand les portes s'ouvrirent, Claudine, sa secrétaire, l'attendait avec une expression inquiète. « Monsieur Monnier, ils attendent tous. L'ambiance est tendue. »« Merci, Claudine, » répondit-il avec un sourire sincère. « Pour tout, au fil de ces années. » Elle parut surprise par ce ton presque d'adieu, mais hocha simplement la tête respectueusement. Dans la salle du conseil, 12 visages se tournèrent vers lui à son entrée. Des visages qu'il connaissait bien, les associés, les directeurs, les administrateurs indépendants, et à l'autre bout de la table, Paul avec une expression mêlant triomphe et fausse préoccupation. « Auguste, » commença Renaud en se levant, « je crois que tout le monde ici a lu le journal ce matin. Nous avons besoin d'une explication. » Auguste se dirigea calmement vers sa place habituelle, mais ne s'assit pas. Il resta debout, regardant chacun dans les yeux avant de parler. « Ce que le journal a publié est vrai, » dit-il finalement, provoquant un murmure de surprise dans la salle. « Je ne suis pas malade. Je ne l'ai jamais été. C'était une farce que j'ai créée. » Paul se pencha en avant, les yeux brillants de satisfaction. « Pourquoi, Auguste? Pourquoi risquer la réputation du groupe avec cette folie? »« Parce que j'avais besoin de découvrir quelque chose d'important, » répondit Auguste sans se laisser intimider. « J'avais besoin de savoir s'il y avait quelque chose de réel dans ma vie, au-delà de cet empire que nous avons construit, s'il y avait quelqu'un qui se souciait de l'homme, pas du poste. » Le silence qui suivit était dense, embarrassant. Certains administrateurs échangèrent des regards mal à l'aise. « Et qu'as-tu découvert ?» demanda Raphaël, la directrice juridique, avec un intérêt sincère. Auguste sourit tristement. « J'ai découvert que j'ai construit une vie entourée de gens, mais complètement solitaire. J'ai découvert qu'en fin de compte, tout le monde ici se soucie de ce que je représente, de la valeur que j'apporte au groupe, pas de moi. »« C'est injuste, Auguste, » protesta Marcel. « Nous sommes tes amis depuis des décennies. »« Nous sommes associés depuis des décennies, Marcel, » corrigea doucement Auguste. « Des partenaires d'affaires. Et il n'y a rien de mal à ça. L'erreur n'était pas la vôtre. C'était la mienne, d'avoir confondu les choses, d'avoir attendu que des relations professionnelles comblent des vides personnels. » Paul frappa sur la table, impatient. « Tout cela est très touchant, Auguste, mais le fait est que tu as gravement nui au groupe avec tes questions existentielles. Les actions chutent, les investisseurs paniquent. Nous avons besoin d'une action immédiate. »
Je suis d'accord, répondit Auguste, surprenant tout le monde. Et c'est pourquoi j'annonce formellement ma démission du poste de président du groupe Horizon, avec effet immédiat. La déclaration provoqua une commotion. Tout le monde parlait en même temps, certains protestant, d'autres approuvant avec véhémence. Seul Paul gardait un sourire discret et satisfait. « C'est précipité, Auguste », argumenta Renaud lorsque le bruit diminua. « Nous pouvons limiter les dégâts, créer un récit alternatif ?»« Non, Renaud », interrompit fermement Auguste. « J'en ai assez des récits alternatifs, des demi-vérités, des apparences. Il est temps pour la vérité et la transparence. » Il se tourna alors vers Paul. « Tu as obtenu ce que tu voulais, Paul. La présidence est à toi si le Conseil l'approuve. Et je crois qu'ils l'approuveront parce que tu es compétent, malgré tes méthodes discutables. » Paul eut la décence de paraître légèrement embarrassé. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu le sais, » répondit Auguste sans hostilité. « Et peu importe. Ce qui importe, c'est que le groupe continue de prospérer, que les cliniques continuent de servir ceux qui en ont besoin. C'est un travail important, qui a un impact sur des milliers de vies. » Il se tourna alors vers l'ensemble du Conseil. « Je démissionne de la présidence, mais je conserve mes actions dans le groupe, non pas par intérêt financier, mais parce que je crois au travail que nous faisons. Je resterai actionnaire, mais plus en tant que dirigeant. » Il y eut un moment de silence réfléchi, finalement rompu par Raphaël. « Et que comptes-tu faire maintenant, Auguste ?» La question était exactement celle qu'il attendait. Il sourit, ressentant une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « Je vais recommencer, Raphaël. Suivre le chemin que j'ai abandonné il y a 30 ans, quand j'ai quitté la faculté de médecine pour me consacrer aux affaires. Tu vas retourner à tes études de médecine ?» demanda Marcel, incrédule. « À 52 ans ? Peut-être pas en tant que médecin clinicien, » répondit Auguste. « Mais il y a de nombreuses façons de contribuer à la santé des gens au-delà de la possession d'hôpitaux. Je pense créer une fondation, axée sur les communautés défavorisées, utiliser mon expérience administrative pour quelque chose de plus direct, de plus humain. » Raphaël sourit, la première à comprendre sincèrement. « Ça semble être un excellent projet, Auguste. »« Eh bien, tout cela est très inspirant, » interrompit Paul impatient. « Mais nous avons une crise à gérer. Je suggère que nous approuvions formellement la démission d'Auguste et ma nomination par intérim en tant que président, jusqu'à une élection formelle. » « Toujours le pragmatique, Paul, » commenta Auguste avec un léger sourire. « Mais tu as raison, vous avez beaucoup de travail devant vous, et j'ai une nouvelle vie à commencer. » Sur ces mots, Auguste tendit la main, passant symboliquement le relais à Paul. C'était un geste de paix, de clôture d'un cycle sans ressentiment. Ensuite, il serra la main de chaque membre du Conseil, les remerciant pour les années de partenariat. Certains semblaient sincèrement émus, d'autres clairement soulagés de son départ. Arrivé à la porte, il se retourna une dernière fois. « Juste une dernière chose, » dit-il avec un petit sourire. « La conférence de presse que Paul a convoquée pour cet après-midi. J'aimerais y participer, si ça ne vous dérange pas. J'ai quelques petites choses à dire. » Paul fronça les sourcils, inquiet. « Quel genre de choses ?»« La vérité, Paul. Juste la vérité. Que la farce était la mienne, et seulement la mienne. Que le groupe et ses directeurs ont toujours agi avec intégrité. Que je fais confiance à ton leadership pour continuer le travail que nous avons commencé. » L'expression de Paul s'adoucit, confus par cette offre de paix. « Pourquoi ? Parce que certaines batailles n'en valent pas la peine, » répondit simplement Auguste. « Et parce que j'ai appris qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que le pouvoir et la vengeance. » En sortant de la salle du conseil, il sentit comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. L'empire qu'il avait construit continuerait sans lui. Les cliniques continueraient de sauver des vies. Mais sa propre vie, enfin, commencerait à suivre le cours qu'il avait secrètement toujours désiré. Sur le parking, avant de monter dans sa voiture, il regarda une dernière fois l'imposant bâtiment qui avait été le centre de son existence pendant tant d'années. Il ne ressentit ni tristesse ni même de nostalgie, juste la certitude tranquille qu'il faisait ce qu'il fallait. Il démarra la voiture et rentra chez lui, là où Léa l'attendait, vers le début de quelque chose de nouveau. Raja, chapitre 7. Recommencement. La conférence de presse se déroula exactement comme Auguste l'avait prévu. Une foule de journalistes avides de scandales, des caméras partout, des questions lancées comme des fléchettes. Mais il était préparé. Aux côtés de Paul, qui semblait encore légèrement mal à l'aise de sa présence amicale, Auguste fit face aux caméras avec une sérénité qui surprit tout le monde. « Oui, j'ai menti sur mon état de santé, » admit-il franchement, faisant taire l'auditoire.
C'était une décision personnelle erronée que je regrette profondément. Je tiens à préciser que personne d'autre au sein du groupe Horizon n'était au courant de cette farce. Mes associés, directeurs et conseillers ont toujours agi avec intégrité. Un journaliste leva la main. Pourquoi, monsieur Monnier? Pourquoi risquer votre réputation et celle de l'entreprise avec ce mensonge? Auguste hésita juste une seconde, réfléchissant à la réponse. J'ai passé des décennies à bâtir des entreprises, à accumuler richesse et pouvoir, sans jamais m'arrêter pour me demander si c'était vraiment le chemin que je voulais pour ma vie. La farce était une tentative désespérée de comprendre qui j'étais au-delà de l'homme d'affaires, au-delà du magnate. C'était une erreur, c'était égoïste, et je suis ici pour en assumer l'entière responsabilité. Une autre question d'une journaliste au fond de la salle. Et maintenant, qu'advient-il du groupe Horizon? Le groupe continue d'avancer, plus fort que jamais, répondit Auguste, en désignant Paul, sous la direction compétente de monsieur Paul Montero, qui a toute ma confiance pour diriger l'entreprise que nous avons bâtie ensemble. Paul, clairement surpris par cet éloge public, hocha la tête en signe de remerciement. Monsieur Monnier, des rumeurs disent que votre prétendue maladie a été exposée par quelqu'un de votre entourage. Est-ce exact? Demanda un autre journaliste, cherchant à dramatiser la situation. L'origine de l'information n'est pas pertinente, répondit fermement Auguste. L'important est que j'ai assumé ma responsabilité et que je suis ici pour clarifier les faits. La conférence se poursuivit pendant une demi-heure. Auguste répondit à chaque question avec honnêteté et calme, endossant toute la culpabilité, protégeant la réputation du groupe, exprimant sa confiance en l'avenir sous une nouvelle direction. Quand ce fut enfin terminé, il se sentit épuisé mais étrangement léger. Il avait affronté les conséquences de ses actes, il avait été honnête, peut-être pour la première fois depuis des décennies. En sortant par l'arrière du bâtiment pour éviter d'autres questions, il trouva Raphaël qui l'attendait. « C'était impressionnant, Auguste, » dit-elle, avec une admiration sincère. « Peu de gens auraient eu le courage de faire ce que vous avez fait aujourd'hui. Ce n'était pas du courage, Raphaël. C'était une nécessité, de régler mes comptes avec moi-même. » Elle l'étudia un instant, comme si elle voyait quelque chose de nouveau en lui. « Qu'allez-vous faire maintenant? Vous étiez sérieux à propos de la fondation? » « Tout à fait sérieux. En fait, j'aimerais vous en parler dans les prochains jours. J'ai besoin d'une avocate brillante pour structurer le projet. Quel genre de fondation avez-vous en tête? Demanda-t-elle, sincèrement intéressée. Quelque chose axé sur les communautés défavorisées, offrant une assistance médicale de qualité, des programmes de prévention, de l'éducation à la santé. Je veux utiliser mes connaissances en gestion pour vraiment faire la différence dans la vie des gens. Raphaël sourit, surprise et flatté. Ce sera un honneur de vous aider. Appelez-moi quand vous serez prêt. Ils se dirent au revoir avec une étreinte. La première étreinte sincèrement affectueuse qu'ils échangeaient en 20 ans de collaboration professionnelle. Une barrière de plus qui tombait, une relation de plus qui avait la chance de se transformer en quelque chose d'authentique. Dans la voiture, Auguste vérifia son téléphone. Il y avait des dizaines de messages et d'appels manqués, la plupart de connaissances et de partenaires d'affaires réagissant à la nouvelle de sa démission. Un message, cependant, attira son attention. Un SMS de Léa. « J'ai regardé la conférence à la télé. Je suis fier de toi. Quand tu rentreras, nous aurons beaucoup de choses à nous dire. » Ces simples mots provoquèrent un sourire qui illumina son visage pendant tout le trajet du retour. Ce n'était pas seulement la fin d'une ère, mais le début d'une autre, une qui, pour la première fois depuis longtemps, l'enthousiasmait sincèrement. Sur le chemin du retour, Auguste fit un détour. Presque sans réfléchir, il se rendit dans un quartier résidentiel tranquille où il n'était jamais allé. Il se gara devant un immeuble simple, de classe moyenne, et regarda le papier où il avait noté l'adresse que Madame Jeanne lui avait discrètement donnée. Renée, la fille de Léa, vivait là. L'infirmière qui portait le rêve que sa mère n'avait pas pu réaliser. Auguste hésita. Était-il approprié de se présenter ainsi, sans prévenir? Que lui dirait-il? Après quelques minutes de réflexion, il décida que ce n'était pas le moment. Il devait d'abord établir une base solide avec Léa, gagner entièrement sa confiance avant de tenter une quelconque approche avec sa fille. Quand il arriva chez lui, il trouva Léa dans le jardin en train d'arroser les plantes. Elle se retourna en entendant ses pas, un sourire chaleureux sur son visage. « Alors, c'est fait », dit-elle en fermant le tuyau d'arrosage. « C'est fait », confirma-t-il. « Paul est le nouveau président. Le groupe Horizon continuera sans moi. Et comment te sens-tu » Auguste réfléchit à la question, analysant ses émotions.
Libre, répondit-il finalement, comme si j'avais déposé un fardeau que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de ne pas l'avoir. Léa hocha la tête, comprenant. Et maintenant? Maintenant, Auguste fit une pause organisant ses pensées. Maintenant, je commence quelque chose de nouveau. La fondation que j'ai mentionnée, un travail qui aide vraiment les gens directement, pas seulement à travers des structures d'entreprise. Ça semble être un beau projet, mais avant ça, continua-t-il en faisant un pas vers elle, il y a quelque chose de plus important que je dois faire. Quoi donc? Découvrir qui est Léa Olivier maintenant. La femme, pas la jeune fille que j'ai connue à Annecy, la personne qui a pris soin de moi sans savoir qui j'étais. La femme qui, même après avoir découvert ma farce, ne m'a pas jugé, ne m'a pas abandonné. Les yeux de Léa brillèrent d'une émotion contenue. « Et comment comptes-tu faire ça ?»« De la manière la plus simple possible, » répondit Auguste avec un sourire, « en t'invitant à dîner, pour discuter, pour recommencer, non pas là où nous nous sommes arrêtés il y a 30 ans, mais là où nous en sommes maintenant. Deux adultes, avec leurs histoires, leurs cicatrices et leurs espoirs. Si tu le veux. » La dernière partie fut dite presque comme une question, révélant une vulnérabilité que l'ancien Auguste Monnier n'aurait jamais laissé transparaître. « J'aimerais beaucoup, » répondit doucement Léa. Elle fit une pause comme si elle réfléchissait à ses prochains mots. « Auguste, avant d'aller plus loin, je dois être honnête avec toi sur quelque chose. » Son cœur s'accéléra, craignant une révélation qui pourrait compliquer ce nouveau départ. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, essayant de garder un ton calme. « Au début, quand j'ai découvert qui tu étais, j'étais en colère, très en colère, parce que tu ne me l'as pas dit tout de suite, parce que tu as maintenu la farce même après m'avoir reconnu. »« Je comprends, » commença Auguste, mais elle leva la main, lui demandant de continuer. « J'ai même envisagé de te dénoncer, tu sais, » admit-elle, le surprenant. « J'étais blessé, je me sentais utilisé d'une certaine manière, mais ensuite j'ai lu davantage de ton journal. J'ai vu la transformation que tu traversais et j'ai compris que tu souffrais aussi, que la farce était peut-être le seul chemin que tu avais trouvé pour te libérer. » Auguste absorba ces mots, profondément touché par son honnêteté. « Merci de ne pas m'avoir dénoncé, » dit-il finalement. « Et merci de me donner cette chance maintenant. Tout le monde mérite une seconde chance, Auguste, moi y compris. » Une semaine plus tard, la demeure de Fourvière était méconnaissable. Les lourds rideaux qui bloquaient autrefois la lumière naturelle avaient été remplacés par des voilages plus légers, laissant le soleil illuminer les pièces. Les meubles avaient été repositionnés, créant des espaces plus accueillants. Des fleurs fraîches dans des vases simples remplaçaient les arrangements artificiels sophistiqués qui décoraient autrefois les pièces. Auguste avait congédié une partie du personnel, ne gardant que Madame Jeanne, qui le traitait maintenant avec une familiarité impensable quelques semaines auparavant. Léa ne travaillait plus comme employée de maison, mais venait presque tous les jours, toujours en tant qu'invitée, jamais comme employée. Cet après-midi-là, alors qu'ils discutaient dans le jardin, Auguste posa une question qui l'intriguait. « Léa, pourquoi ne t'es-tu jamais remariée après ton divorce ?» Elle regarda le ciel un instant avant de répondre. « J'ai essayé, quelquefois. Je suis sortie avec un professeur de mathématiques quand René avait 15 ans. Un homme bon, gentil, stable. Tout le monde disait qu'il serait parfait pour moi. Et que s'est-il passé? La veille des fiançailles, j'ai tout arrêté. Je ne pouvais pas l'expliquer, ni à lui, ni à moi-même. Je savais juste qu'il manquait quelque chose. Cette connexion, tu sais. » Auguste hocha la tête, comprenant parfaitement. « Et toi ?» continua-t-elle. « Ton mariage avec Thérèse, pourquoi s'est-il terminé exactement ?»« Je crois qu'il n'a jamais vraiment commencé, » répondit-il avec un soupir. « Nous nous sommes mariés pour les mauvaises raisons. Elle voulait le statut d'épouse d'un homme d'affaires prospère. Je voulais la stabilité, l'apparence de normalité qu'un mariage apporterait. Il n'y a jamais eu de véritable amour, juste des conventions sociales. » Léa lui prit doucement la main. « On dirait que nous avons tous les deux vécu dans des rôles qui n'étaient pas vraiment les nôtres. La différence, observa Auguste, c'est que tu as toujours gardé ton essence. J'ai perdu la mienne en chemin. » Le téléphone sonna, interrompant le moment. C'était Henri, son frère. « Auguste, comment vas-tu » La voix d'Henri semblait inquiète. « J'ai vu les nouvelles, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois. Je vais bien, Henri. Mieux que je n'ai été depuis des années, en fait. » Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la ligne. « C'est vrai? Tu as vraiment démissionné de la présidence du groupe? C'est vrai, il était temps de passer à autre chose. »« Ouah !» Henri semblait sincèrement impressionné. « Je n'aurais jamais cru voir ce jour.
Tu as toujours été si dévoué à cet empire. Les gens changent, mon frère. Parfois, ils ont besoin d'un coup de pouce, mais ils changent. » Ils parlèrent encore quelques minutes, Auguste expliquant ses projets pour la fondation. Quand il mentionna Léa et leur rencontre inattendue, Henri éclata de rire de surprise. « Léa Olivier? Cette Léa d'Annecy? C'est incroyable. C'est presque comme si la vie avait son propre sens de l'humour, n'est-ce pas? Ou de la justice, répondit Henri plus sérieusement. C'est peut-être l'univers qui remet les choses à leur place. Henri suggéra de venir lui rendre visite bientôt, avec sa femme et ses enfants. Auguste réalisa, avec une pointe de regret, combien de temps il avait perdu loin de sa famille, plongé dans le monde de l'entreprise qu'il avait construit. « Je veux connaître mes neveux et nièces correctement cette fois, Henri. Être l'oncle que je n'ai jamais été. Ils adoreront connaître le vrai Auguste, » répondit sincèrement Henri. « Moi aussi. » En raccrochant, Auguste réfléchit aux mots de son frère. Justice. C'était peut-être ça. Une chance de corriger les erreurs du passé, de suivre enfin le chemin qu'il avait secrètement toujours désiré. Les jours suivants furent intenses. Auguste commença à structurer officiellement la fondation, se réunissant avec Raphaël pour élaborer les documents juridiques nécessaires. Il contacta des médecins idéalistes qu'il avait connus au fil des ans, des professionnels talentueux qui partageaient sa nouvelle vision d'une santé humanisée. Certains, étonnamment, acceptèrent de participer au projet même avec des salaires inférieurs à ce qu'ils recevraient dans des cliniques privées. « Pourquoi avez-vous accepté ?» demanda Auguste au docteur Fernand, un neurologue renommé qui avait accepté de coordonner l'équipe médicale de la première unité. « Parce que je veux à nouveau sentir que je fais la différence, Auguste, » répondit-il simplement. « Dans les cliniques de luxe, nous traitons des problèmes. Dans les communautés, nous transformons des vies. » Exactement ce que ressentait Auguste. C'était comme s'il trouvait enfin des gens qui partageaient ses valeurs les plus profondes, des valeurs qu'il avait lui-même réprimées pendant si longtemps. Un soir, alors qu'il examinait les plans architecturaux de la première clinique communautaire, Auguste reçut une visite inattendue. On sonna, et en ouvrant la porte, il trouva une jeune femme qu'il reconnut instantanément à ses traits familiers. « René » demanda-t-il surpris. « Monsieur Monnier » répondit-elle avec un regard déterminé qui rappelait beaucoup celui de Léa. « J'ai besoin de vous parler. » Il l'invita à entrer, se sentant étrangement nerveux. René entra, observant la maison d'un œil attentif et professionnel. « Ma mère ne sait pas que je suis ici, » dit-elle directement, s'asseyant sur le canapé qu'il lui indiquait. « En fait, elle me tuerait si elle le savait. »« Je comprends, » répondit Auguste, gardant une distance respectueuse. « En quoi puis-je vous aider ?» René l'étudia un long moment, comme pour évaluer sa sincérité. « Je veux comprendre vos intentions avec ma mère, » dit-elle finalement. « J'ai vu les nouvelles sur votre démission, sur la farce de la maladie. Je sais qu'elle est impliquée d'une manière ou d'une autre, bien qu'elle ne me dise pas tout. » Auguste apprécia sa franchise. « Vos inquiétudes sont tout à fait légitimes, René, et vous méritez une honnêteté totale. » Pendant près d'une heure, Auguste lui expliqua tout. Le passé à Annecy, la rencontre inattendue, les sentiments qui n'étaient jamais vraiment morts. Il parla de ses projets pour la fondation, de sa volonté de reconstruire sa vie avec un but et un sens réel. « Ma mère a beaucoup souffert, monsieur Monnier, » dit René quand il eut terminé. « Elle m'a élevé seule, à travailler dans des maisons de famille, tout en étudiant le soir pour se qualifier. Elle n'a jamais eu la vie facile. »« Je sais, » répondit Auguste, sentant le poids de la culpabilité de ne pas avoir été là pendant toutes ces années, « et j'admire profondément sa force. La vôtre aussi, d'ailleurs. » René sourit pour la première fois depuis son arrivée. Elle mérite d'être heureuse. Elle mérite quelqu'un qui la valorise vraiment. Je suis entièrement d'accord. Et si vous la blessez, commença René, avec un regard qui ne laissait aucun doute sur son sérieux. Je devrais vous répondre, compléta Auguste avec un petit sourire. C'est juste. Alors que René partait, il lui fit une demande. Nous structurons l'équipe de la première clinique de la Fondation. Nous avons besoin d'une infirmière en chef expérimentée, quelqu'un avec une vision humanisée de la santé et de solides connaissances techniques. Votre mère a mentionné que vous travaillez à l'hôpital de la Croix-Rousse. René s'arrêta à la porte, surprise. Vous m'offrez un emploi, monsieur Monnier. Je vous offre une opportunité de faire partie de quelque chose de significatif. Le salaire serait probablement inférieur à ce que vous gagnez actuellement. Quand est-ce que je commence ? Interrompit René, avec une lueur dans les yeux qui rappelait beaucoup celle de Léa quand elle parlait d'aider les gens. Le lendemain soir, Auguste prépara un dîner spécial. Léa viendrait avec René, qui avait été, par coïncidence, engagé pour la fondation.
Il était nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. Il voulait que tout soit parfait. Elles arrivèrent ensemble. René feignant très bien de ne pas connaître la maison. Le dîner fut étonnamment léger et agréable. René avait le même sens de l'humour vif que sa mère, la même capacité à raconter des histoires captivantes. Auguste les observa interagir, se sentant privilégié d'être accepté, même progressivement, dans cette petite famille. « Je n'aurais jamais pensé travailler pour le célèbre Auguste Monnier », commenta René à un moment donné, avec un sourire enjoué. « Les infirmières de l'hôpital parlent beaucoup de vous. S'il vous plaît, appelez-moi Auguste. Et j'espère qu'elles en disent du bien, » répondit-il, entrant dans le jeu. « Oh, elles disent que vous êtes exigeant, perfectionniste, parfois caractériel. René !» la réprimanda Léa embarrassée. « Mais elles disent aussi, » continua René, ignorant le regard de sa mère, « que vos cliniques ont sauvé de nombreuses vies, que les équipements sont toujours les meilleurs, que la qualité des soins est impeccable. » Auguste sourit, touché par cet éloge inattendu. « Merci pour ça, ça signifie beaucoup. Maintenant, nous allons voir si vous pouvez maintenir ce niveau dans une clinique communautaire, avec un budget limité. C'est un défi que j'accepte avec plaisir, » répondit-il, admirant le mélange de professionnalisme et d'humanité qu'il voyait chez la jeune femme. « Et je suis sûr qu'avec des professionnels comme vous, nous y arriverons. » Quand René sortit pour répondre à un appel de l'hôpital, Léa toucha la main d'Auguste sur la table. « Elle vous apprécie, » dit-elle avec un sourire. « Croyez-moi, ça n'arrive pas facilement. Elle me rappelle vous, » répondit Auguste. « La même détermination, la même intégrité. J'ai eu de la chance, elle a pris le meilleur de moi et rien de son père. Il y avait une histoire non racontée là. » Auguste le sentit, mais il ne voulut pas insister. Il y aurait d'autres dîners, d'autres conversations, d'autres moments pour connaître toutes les facettes de leurs histoires. Dans les mois qui suivirent, la fondation Horizon d'Or prit forme. Auguste vendit sa demeure de Fourvière et acheta une maison plus petite, plus chaleureuse, dans le quartier de la Croix-Rousse. La première clinique de la fondation fut inaugurée dans une communauté de la périphérie de Lyon, avec des équipements de pointe et une petite équipe dévouée, dirigée par le docteur Fernand et avec René comme infirmière en chef. Léa coordonnait les projets sociaux avec une énergie contagieuse, établissant des ponts entre l'équipe médicale et la communauté, identifiant les besoins, créant des programmes de prévention et d'éducation. Sa connaissance des dynamiques communautaires, acquise au fil des ans à travailler au plus près des gens, se révéla inestimable. Auguste commença un cours de spécialisation en gestion de la santé publique, s'asseyant parmi des étudiants de plusieurs décennies plus jeunes, absorbant des connaissances qu'il transformait immédiatement en amélioration pour la Fondation. Sa connaissance du monde de l'entreprise, combinée à sa nouvelle perspective humaniste, créait des solutions innovantes à des problèmes anciens. Un jour, 6 mois après l'inauguration de la première clinique, Auguste reçut une visite inattendue. Paul, désormais solidement établi en tant que président du groupe Horizon, se présenta à la Fondation sans préavis. « Impressionnant ce que vous avez créé ici », commenta Paul observant la clinique en plein essor, des patients traités avec dignité et une attention personnalisée. « Merci », répondit Auguste sincèrement surpris par l'éloge. « Je ne m'attendais pas à votre visite. » Paul semblait mal à l'aise, comme quelqu'un qui répète mentalement un discours difficile. « Je suis venu proposer un partenariat, » dit-il finalement. « Entre le groupe Horizon et votre fondation, nous pourrions étendre ce modèle à d'autres communautés en utilisant notre infrastructure et vos méthodes. » Auguste étudia l'homme en face de lui, essayant de déchiffrer ses véritables intentions. « Pourquoi, Paul? Qu'est-ce que tu y gagnes ?» Paul hésita, avant de répondre. « Disons que ta transformation m'a fait réfléchir. Le groupe prospère, comme tu l'avais prédit. Les bénéfices ont augmenté, les investisseurs sont satisfaits, mais il manque quelque chose. »« Un but ?» suggéra Auguste. Paul hocha la tête à contre-cœur. « Peut-être. Ou peut-être que j'ai simplement réalisé qu'il existe d'autres types d'héritage au-delà des bilans financiers positifs. » Auguste sourit. Les gens pouvaient vraiment changer quand on s'y attendait le moins. « Parlons-en, » accepta-t-il. « Mais à une condition, tout partenariat doit conserver l'esprit original de la Fondation. Les gens d'abord, les profits après. »« C'est juste, » approuva Paul tendant la main, qu'Auguste serra sans hésitation. Quand Paul partit, Léa s'approcha, ayant observé la conversation de loin. « Tu vas vraiment t'envisager un partenariat avec lui, après tout ce qui s'est passé ?» Auguste la prit par la taille, observant le mouvement de la clinique depuis la fenêtre de son petit bureau. « Tu sais ce que j'ai appris ces derniers mois, Léa ?
Que garder des ressentiments, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne tombe malade. Paul a fait ce qu'il croyait nécessaire. J'ai aussi commis mes erreurs. Maintenant, si nous pouvons transformer cette histoire en quelque chose de positif pour plus de gens, pourquoi pas? Léa l'embrassa doucement. Tu as vraiment changé, commenta-t-elle avec un sourire. Non, la corrigea-t-il. J'ai juste retrouvé mon chemin, avec une aide inestimable, dois-je ajouter. La semaine suivante, ils visitèrent Annecy pour la première fois ensemble depuis leur jeunesse. La ville historique restait magnifique, avec ses églises baroques, ses rues pavées et ses maisons anciennes. Ils se promenèrent main dans la main le long du canal, se remémorant leur adolescence, désignant des lieux chargés de souvenirs. « C'est là, » dit Auguste, indiquant le pont des Amours, « que je t'ai embrassé pour la première fois. Et là, » pointa Léa vers une vieille bâtisse, « c'était la bibliothèque où tu me retrouvais toujours après les cours. » Ils passèrent devant l'ancienne maison des parents de Léa, maintenant occupée par une autre famille, devant le lycée où ils avaient étudié, devant tous les jalons d'une histoire qui avait commencé des décennies plus tôt et qui, par un extraordinaire retournement de situation, avait une chance de continuer. Ce soir-là, logé dans une charmante auberge du centre historique, Auguste emmena Léa dîner dans le plus ancien restaurant de la ville. L'endroit conservait le même charme d'antan, avec des bougies éclairant les tables et une vue privilégiée sur la ville illuminée. « On dirait qu'on a remonté le temps », commenta Léa regardant autour d'elle. « Comme si les 30 dernières années n'avaient pas existé. Mais elles ont existé, » répondit Auguste, tenant sa main sur la table. « Et peut-être qu'il le fallait. Peut-être que nous devions vivre tout ce que nous avons vécu séparément pour apprécier ce que nous avons maintenant. » Après le dîner, en se promenant dans le quartier, Auguste s'arrêta brusquement, sortant une petite boîte de sa poche. « Il y a 30 ans, par une nuit comme celle-ci, sur une place d'Annecy, j'allais te demander en mariage, » dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais élégante. « J'avais acheté la bague, » répétait le discours, tout planifié. Mais ensuite, il y a eu l'invitation à Lyon, l'opportunité à la clinique et... Eh bien, tu connais la suite. Léa regarda la bague, émue. Tu as gardé ça pendant 30 ans? Non, admit-il avec un sourire. Celle-ci est nouvelle. Mais le sentiment a des racines anciennes et profondes. Il s'agenouilla là, sur la place publique, devant quelques passants curieux. Léa Olivier, je sais qu'il est tôt, que nous nous redécouvrons encore, qu'il y a beaucoup à apprendre l'un de l'autre, mais je sais aussi, avec plus de certitude, que je n'en ai jamais eu pour quoi que ce soit dans la vie, que je veux construire un avenir avec toi. Un avenir de but, de sens, d'amour véritable. Me ferais-tu cet honneur? Les larmes dans les yeux de Léa brillaient sous les lumières de la place. Oui, répondit-elle simplement, tendant la main pour qu'il y glisse la bague. Oui, Auguste d'Annecy. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, une cérémonie simple dans le jardin de leur nouvelle maison, avec seulement la famille et les amis proches. Renée était la demoiselle d'honneur de sa mère. Henri, le témoin de son frère. Madame Jeanne prépara personnellement le gâteau, suivant une vieille recette de famille. Dans les semaines qui suivirent, le partenariat entre la Fondation Horizon d'Or et le groupe Horizon fut officialisé, avec des plans pour étendre le modèle à 5 autres communautés défavorisées l'année suivante. La nouvelle eut un écho positif dans la presse, transformant le récit sur Auguste Monnier, de l'homme d'affaires qui avait simulé une maladie à l'homme qui avait trouvé le véritable but de sa vie. Un après-midi tranquille, 1 an après le début de tout cela, Auguste trouva Léa dans le jardin de la maison, arrosant les plantes comme le jour où tout avait changé. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, remarquant son regard contemplatif. « À la façon dont la vie fait des détours, » répondit-il. « À la façon dont il faut parfois simuler la mort pour commencer à vraiment vivre. » Léa laissa le tuyau d'arrosage et le serra dans ses bras. « Ce n'est pas la farce qui a changé ta vie, Auguste. C'est le courage d'admettre la vérité, d'affronter qui tu es vraiment, qui tu as toujours été. Et qui suis-je » demanda-t-il, curieux de sa réponse. « Un homme avec un cœur énorme qui s'est perdu un temps dans le labyrinthe du succès et du pouvoir, mais qui a retrouvé son chemin. Un homme qui a eu la rare chance de recommencer et qui l'a saisi à 2 mains. » Auguste l'embrassa, se sentant complet comme il ne l'aurait jamais imaginé possible. « Tu sais ce qui me surprend le plus » commenta-t-il. « C'est à quel point tout semble si simple maintenant. La vie, le but, ce qui compte vraiment. Les choses les plus importantes sont souvent les plus simples, » répondit Léa. « C'est ce que tu avais oublié et que tu as maintenant redécouvert. » Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de Lyon de teintes orange et rose.
Le lendemain, ils inaugureraient une autre clinique de la Fondation, cette fois dans une communauté rurale près d'Annecy, un retour symbolique aux origines. La vie qu'Auguste avait construite n'avait rien à voir avec ce qu'il avait prévu dans sa jeunesse, ni avec ce qu'il avait imaginé pendant ces décennies d'hommes d'affaires prospères. Elle était infiniment meilleure, pleine de sens, de liens véritables, d'amour sincère. Et tandis qu'il observait le coucher de soleil aux côtés de la femme qu'il aimait, Auguste Monnier sut, avec une certitude absolue, que la plus grande imposture de sa vie l'avait conduit à la vérité la plus profonde, que la véritable guérison ne venait pas des hôpitaux ou des diagnostics, mais de la présence sincère de ceux qui restent, même quand tout le monde est parti.